Madame Mazuric, on peut vous libérer si vous voulez y aller. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Monsieur Lachaud, on va vous proposer de nous mettre au centre du canapé à présent. C'est une habitude. Oui, c'est bien pour ça que je vous le propose. Allez. Et je vais donner la parole à Coralie Mollaret qui va vous poser les premières questions. Et il y a toujours avec Coralie Mollaret Le craindre est tapis. une question politiquement coquine. On va changer quand même de registre littéraire. Monsieur Lachaud, est-ce que vous aimez les bandes dessinées ? J'aime bien. Oui. Est-ce que vous avez lu la dernière d'Édouard Philippe, Dans l'ombre, qui est adaptée de son roman qu'il a écrit avec Non. Gilles Boyer ? Pointe encore. Pas du tout. Alors, apparemment, c'est super. Oui, C'est un c'est ce thriller qu'on m'a dit et c'est prévu. politique qui décrit les méthodes, les techniques, des enjeux politiciens. Est-ce que vous, au vu de votre longue carrière politique, vous n'avez jamais pensé à écrire vos aventures avec Jean-Paul Fournier ? Non, ça m'a jamais traversé l'esprit et Jamais. ça m'arrivera pas. Non. C'est dommage parce que pourtant, peut-être que Non, le je pense Diable qu'il y a Vauvert aurait d'autres, il y a pu le d'autres publier. sujets à éditer qui sont beaucoup plus passionnants que celui-ci. Sur votre histoire politique, c'est pas. Jean-Paul Fournier l'a fait, lui, il a écrit Vous un livre. n'écrirez pas vos mémoires, monsieur Écoutez, Lachaud. je laisse les autres le faire. Voilà. Vous, c'est pas votre tasse de thé. Bon, écoutez, moi je préfère être dans l'action au quotidien et travailler au quotidien sur d'autres sujets. Alors, en parlant d'action, en mars, vous avez été nommé co-délégué départemental du mouvement Horizon. C'est pour ça, bien sûr, que je vous parlais d'Édouard Philippe. Avec l'Alésienne, il faut le préciser, Marie-Christine Péric. Oui, je souhaitais que nous soyons deux sur le département, un homme, une femme. Où en êtes-vous, justement, de la structuration de ce mouvement dans le Gard ? Ah bien, écoutez, comme Édouard l'a souhaité, on a des délégués communaux qui se mettent en place. On a d'ailleurs une réunion encore jeudi prochain sur une trentaine de communes du département. On a des responsables. Et l'idée est d'avoir un maximum de personnes sur bon, si on arrive à faire une centaine de communes ou 200 communes, où chaque fois on est un délégué, c'est l'objectif à atteindre. Et puis surtout, on travaille sur le fond aussi, puisqu'on a plusieurs personnes qui appartiennent à des commissions nationales et qui travaillent sur des sujets de fond. Dans les 30 communes, c'est plutôt des élus, c'est des adhérents ? Il y a de tout. Il y a des adhérents aussi et on ne se centre pas sur... Alors, lorsqu'il y a des élus qui le souhaitent, c'est bien, mais il y a des adhérents aussi qui ont envie d'entrer en politique par ce chemin-là. Et c'est très intéressant. C'est souvent des élus qui sont apolitiques ou peut-être qui sont affiliés à un autre parti, je pense aux Républicains, parce que c'est vrai que naturellement, il y a une idéologie commune. Si vous prenez l'exemple de Marie-Christine Péric, elle vient des centristes, puisqu'elle a toujours été centriste, Marie-Christine. Donc elle est passée Horizon. Après, oui, il y en a d'autres qui étaient des républicains, par exemple, ou d'autres sujets, ou des gens qui étaient plutôt au centre-gauche. Voilà. Qu'est-ce que vous leur dites à ces élus ou à ces adhérents pour D'abord, c'est eux qui font la la démarche d'adhérer à Horizon, Ouais. nous contactent. Ensuite, on les rencontre, puisqu'on est organisé sur le département. On est une vingtaine à travailler là-dessus. On les rencontre et on voit comment ils veulent s'engager, quels sont les sujets qui les intéressent et comment ils veulent voir les années à venir pour s'organiser autour d'Édouard. Qu'est-ce qui leur plaît en Édouard Philippe ? Pourquoi ils viennent vous voir ? Si vous ne faites pas de prosélytisme... Non. D'abord, ils ont aimé le Premier ministre qu'il a été, ils ont aimé l'homme qu'il est et les positions qu'il prend et les sujets qu'il traite. D'ailleurs, si vous avez envie de traiter un sujet, si ça vous dit demain, Coralie, vous pouvez très bien venir nous voir. Il dit, tiens, dans ce domaine-là, j'aurais envie de bosser sur ces idées-là. Eh bien, on va vous proposer de participer à une commission de travail au niveau national, en visio ou en webinaire ou autre, et ensuite on peut avancer. En fait, monsieur Lachaud, actuellement, Édouard Philippe, on ne l'entend pas trop non plus. Hein. Écoutez, il est un peu transparent, je veux dire. Écoutez, je pense qu'il a pris un autre chemin, c'est-à-dire qu'il fait le Tour de France. Il était encore. Il ne faut pas trop qu'il le fasse, le Tour de France. Il faudrait Écoutez, plus qu'on le voit. Il y a peu de temps, il était à Toulouse, il rencontre des gens. Il va venir dans le département du Gard d'ici la fin de cette année. Et puis, il n'est pas tout seul. Hein. Christian Estrosi bosse aussi. Il y a deux ministres qui travaillent. Il n'est pas aussi. Renaissance, Estrosi ? Non. Christian Estrosi est Horizon. Il est vice-président du monde national. En fait, c'était ma question après derrière, mais je la poserai après. Non, mais peut-être pour prolonger la question de Brahim qui est intéressante, c'est un peu comme Bernard Cazeneuve. Il a été Premier ministre. Aujourd'hui, il essaie, il a des aspirations politiques. Aujourd'hui, Édouard Philippe n'a plus d'aura nationale, n'a plus de mandat national. Est-ce que c'est pas compliqué d'exister dans pareilles conditions ? Écoutez, l'important, c'est d'arriver à l'instant T, et ce qui est important pour Édouard Philippe, je pense que c'est l'élection présidentielle, d'arriver à l'instant T avec un projet, un programme à présenter aux Françaises et aux Français. Voilà. Donc l'idée, elle est là. Il faut quand même se faire connaître, il faut marquer les esprits. Oui, mais écoutez, si vous regardez les sondages d'opinion, Édouard Philippe est la personnalité la plus appréciée des Français. Et ça, comment vous l'expliquez d'ailleurs ? Eh bien, je vous pose la question, posez-vous-la vous-même. Et puis, moi, est-ce que c'est parce qu'il est maire du Havre, par exemple, et que c'est un élu local ? Il a toujours été un élu local, et puis je pense qu'il a réussi, il a séduit les Français dans sa gestion en tant que Premier ministre. Est-ce que ce n'est pas le meilleur là, en fait, en tant qu'élu local et
et pas en tant que président, parce que je suppose quand même que du côté de Renaissance, parce que là, je vais arriver à mes questions. Allez-y. Moi, je ne vois pas la différence qu'il y a. C'est quoi la différence entre Horizon et Renaissance? Je pense que Édouard, Premier ministre, a eu une autre approche que celle qu'aujourd'hui, j'essaie d'avoir une analyse pas critique, mais une analyse objective. Mais les deux sont les mêmes. Il me semble que les deux... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. C'est le calme. Ça veut dire que c'est ni gauche ni droite, un petit peu. C'est centriste, vous venez de le dire à un moment donné. Mais je pense que... C'est un peu plus droite quand même, Édouard Philippe. Attendez, moi j'ai toujours été, et je crois qu'on peut en témoigner, un homme qui pense qu'il n'y a pas des gens intelligents d'un côté et stupides de l'autre. Je pense que si on arrive... Tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, demain, dans ce pays, le deuxième tour d'élection présidentielle, il y a une candidate, ce sera Marine Le Pen. L'important, c'est que la deuxième personne puisse être élue au deuxième tour. Et ça veut dire... J'ai pas tout saisi. Je pense qu'aujourd'hui, vu le score que fait le Front National, on a un risque majeur. Donc en fait, le seul objectif, c'est d'être devant tous les autres candidats. Et donc on ne calculerait pas son projet, mais on se calerait sur le Rassemblement national. Non, je pense que justement pour être élu, face aujourd'hui à des extrêmes qui sont montés, et notamment une extrême droite qui est montée très fort, et qui aujourd'hui, si vous regardez les dernières élections législatives, quand même, notamment dans notre région... Parce que les gens n'ont pas été bons. Attendez. Le résultat, il est là, il faut le prendre comme il est. D'accord ? Ok. Donc je pense aujourd'hui, on a besoin d'un homme qui puisse rassembler droite et gauche, des modérés. Oui, Fatima, ou une femme. Ou une femme. Non, mais attendez, excusez-moi, je parle d'Édouard Philippe, c'est un homme, mais... Voilà, ça pourrait être une femme aussi. Ça pourrait être Valérie Rouveran à Nîmes. Oui, moi j'ai aucun souci. D'ailleurs, la preuve, c'est que présidente de la République. J'ai souhaité dans ce département que nous soyons 2 co-délégués et parce qu'il y a peu de départements où il y en a 2, j'ai souhaité que... Allez, Fatima, posez votre question à M. Lachaud. Ma question concerne Nîmes Métropole. Nous avons Franck Proust qui met en avant le fait qu'il n'intervienne plus sur les compétences non obligatoires. Quitte à fragiliser les clubs sportifs, le dynamisme culturel et l'enseignement supérieur. À votre avis, quel est le rôle d'une agglo et, au niveau de ses compétences et le budget que vous avez laissé en partant permettait-il de faire d'autres choix que ceux qu'ils ont fait dernièrement? Monsieur Lachaud. Alors je vous remercie parce que vous ne pouvez pas me poser une meilleure question. D'abord, j'attendrai que la Chambre régionale des comptes publie son rapport et on reparlera du budget. Parce que je maintiens que, contrairement à ce qui a été dit, je n'ai pas du tout laissé des finances de l'agglo dans une situation catastrophique, bien au contraire. Voilà, ça c'est clair, je l'affirme et je le redis, et tout ce qui a été dit a été souvent mensonger et abusif. Deuxièmement, si on parle des clubs sportifs féminins, je trouve scandaleux, inadmissible qu'on ait arrêté de subventionner ces clubs-là. Moi, je n'ai jamais eu un contrôle de légalité qui m'a dit non, vous n'avez pas le droit de le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit les clubs féminins, comment ils participent, je dirais, à l'animation de tous les jours, même économique d'ailleurs. Quand on regarde le club de Bouillargues, qui fait le plein chaque fois qu'il y a un match, le développement économique, ça passe par là aussi. Donc je ne comprends pas, je suis en total désaccord, et ces clubs-là aujourd'hui risquent de mourir de leur plus belle mort parce qu'ils n'ont plus de subventions. C'est inadmissible. Et vous avez parlé sur un autre sujet qui me passionne aussi, quand je vois que l'agglomération a fermé l'Airier, où on avait un développement universitaire et autres. Quand je vois que dans les projets qui sont développés, notamment le projet territoire, on ne parle même pas de développement universitaire. Et là, il n'y a pas de compétence. L'université aujourd'hui, c'est une compétence de l'État. Donc toutes les collectivités peuvent s'intéresser à un développement universitaire. C'est dramatique pour notre territoire qu'on n'avance pas plus vite. Coralie, d'autres questions pour M. Lachaud? Il y avait une question sur Valérie Rouveran. Oui, et après, on reparlera de Nîmes Métropole. Une petite, puisque vous faites partie de la grande famille ensemble. Quelle relation vous entretenez avec elle? Est-ce que vous travaillez avec elle au niveau local? Écoutez, on a déjeuné encore ensemble lundi de Pentecôte, donc oui, tout va bien. Et puis Valérie, c'est une amie, donc je n'ai pas de souci avec Valérie Rouveran. Elle a fait le choix, et elle a bien fait de rentrer à l'époque En Marche. Et à la Nîmes Renaissance, c'est très bien. Alors, je ne vous ai pas demandé si vous avez des soucis avec elle. Pardonnez-moi, je vous ai demandé comment vous travaillez avec elle. Est-ce que les deux mouvements s'articulaient ou est-ce que vous étiez... écoutez, chacun oui. était dans sa chapelle? Écoutez, alors, je suis dans une chapelle, moi, parce que je suis dans un établissement catho, mais on n'a pas besoin d'avoir des chapelles pour travailler, pas de souci. Et donc, du coup, si demain, elle venait à vouloir se présenter à la mairie de Nîmes, vous vous mettrez derrière? C'est marrant. Tout est open. Tout est open.
C'est-à-dire que vous accepterez d'être derrière Valérie Rouvéra et donc de mettre la femme à l'honneur. Mais l'alliance il sera numéro 2 peut-être. Numéro 2. Numéro 2 peut-être. Il récupérera Nîmes Métropole s'il gagne. On a quelques années pour en parler, d'accord, il n'y a pas de souci. Oui, mais si jamais elle acceptait un ticket avec Plantier, comment vous prendriez la démarche? On n'en est pas non, là. Mais si jamais ça se produisait. Oui, mais vous savez, voilà. C'est comme avec Édouard, ça se prépare. Quand on voit, oui, ça se prépare. Ça se prépare, mais quand on voit l'ambiance aujourd'hui au sein de la mairie de Nîmes, on ne sait plus qui est avec qui, donc je pense que... Je vous rassure, même au gouvernement actuellement, quand on voit l'ambiance, c'est compliqué aussi. Un peu plus localement quand même. Enfin, moi je lis souvent Objectif Vert le dimanche à midi. Bon, j'en apprends des vertes et des pas mûres, pour ne pas dire souvent des catastrophes. On a appris, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une rumeur que vos relations s'étaient réchauffées avec Julien Plantier, le premier adjoint à la ville de Nîmes? D'abord, est-ce qu'elles ont été au niveau du congélateur un jour ou un autre? Je ne crois pas. Julien fait son boulot de premier adjoint. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait simple pour lui. Moi, je lui souhaite de réussir. Voilà, c'est un garçon qui est engagé en politique. Pourquoi pas? Vous le trouvez courageux dans la séquence qu'il vit à l'heure actuelle? Ah oui, je pense qu'il est courageux. Oui, je pense qu'il a du courage pour supporter tout ce qu'il doit supporter. Oui, ça, je pense. Oui. Quand je vois le fonctionnement de la mairie aujourd'hui... je pense qu'il a du courage, oui. Il lui en faut. Coralie, ce matin, était à la Coupole des Halles. Elle va nous expliquer pourquoi. Je n'ai pas fait du shopping, mais il y a 2 ans, la Socri a récupéré donc, le centre commercial. Quel regard vous portez sur la gestion, sachant que derrière se cache bien sûr l'enjeu du développement, de l'attractivité du centre-ville? Et si j'étais ce matin, c'est parce qu'ils ont fait 1 million d'euros de travaux. Il serait temps. Il serait temps parce que le centre-ville en a bien besoin. Il y a la Coupole, mais il y a aussi... un grand nombre de magasins qui ont les devantures fermées. Et il serait temps qu'on se concentre là-dessus. Notre ville en a bien besoin. En tout cas, j'espère que Socri arrivera à réussir, tout en travaillant avec, une fois de plus, et pas contre, avec les étaliers, parce que là aussi, c'est quand même une pépite économique que les Halles de Nîmes, et qu'on a besoin de développer cette coupole aujourd'hui. C'est le cœur de ville qui est en question. Vous avez quand même compris ce que demande aujourd'hui la Socri. Elle demande à la ville de Nîmes de réaliser des travaux aux abords du centre commercial pour faire venir les Galeries Lafayette, et la Socri serait prête, elle, à faire 8 millions d'euros de travaux. Eh bien, tant mieux, il faut que la ville les fasse. Un mot sur Nîmes Métropole, parce que tout à l'heure, vous avez parlé du projet de territoire. Il y a 2 semaines, à l'Aglo, il a été présenté. Qu'est-ce que vous en avez pensé? En toute objectivité, bien sûr. Écoutez, je pense que projet de territoire, je l'ai lu, oui, il y a des choses intéressantes, mais je pense quand même qu'il y a des choses qui ont été pas assez développées. Quand on voit la ligne T1 qui n'a pas été finie, elle était prévue. Quand je vois qu'on a, je le redis, fermé l'Airier, quand je vois qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de l'université Hoche? Il reste un bâtiment et tous les terrains qui étaient autour. Quand vous regardez Montpellier, vous allez à Paul Valéry, vous allez à la Fac des Sciences, vous avez un vrai campus. C'est ce qu'il nous faut sur Nîmes. Donc aujourd'hui, on ferait bien de dire sur le projet Hoche-Chernam qui est en face de l'université, réservons plusieurs dizaines de mètres, enfin 10, 20 000, 30 000 mètres carrés, j'en sais rien, pour un vrai campus universitaire. C'est là-dessus qu'il faut centrer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous connaissez des grandes villes qui n'ont pas un vrai développement universitaire? Moi, je n'en connais pas. C'est ce qui manque. Et puis... activons. Regardez, depuis qu'on a ouvert la gare de Nîmes-Pont-du-Gard, qu'est-ce qui se passe? Où est le développement? Du coup, par rapport à cette 3e voie, quelle est votre position dessus? Parce que vous avez vu que Franck Proust mène une bataille quand même pour essayer avec la région qu'elle finance cette 3e voie. Vous l'avez menée vous-même, cette bataille? Je l'ai menée, et je rappelle que quand ça a été signé, c'est-à-dire par Jean-Paul Fournier à l'époque, et c'est un constat, c'est pas une critique, la 3e voie n'était pas prévue, d'accord? Dans la convention, elle n'était pas prévue. Donc aujourd'hui, on n'a pas à hurler. Vous n'êtes pas d'accord sur ce sujet-là. Mais cette 3e voie est nécessaire aujourd'hui. D'abord... Et qui doit payer le fonctionnement? C'est la région? Vous êtes d'accord avec Franck Proust quand il dit ça? Bien sûr. Mais d'abord, cette gare qu'on a tant critiquée est une chance, parce que si on ne l'avait pas eu, on aurait regardé les trains, et dans 10 ans, il n'y en a pas beaucoup qui sont au centre-ville. Donc cette gare est une chance. Il faut que la 3e voie existe pour ramener tout de suite, parce que transporter, comme on le fait aujourd'hui, des voyageurs au centre-ville, c'est trop compliqué. Alors juste pardonnez-moi, parce que c'est vrai que vous avez parlé effectivement de la T1 qui n'a pas été terminée et prolongée à Kessar. Alors c'est avec Franck Proust, lui dit qu'il fallait choisir parce qu'il n'avait pas assez d'argent, et quand il est arrivé, il y avait un demi-milliard de dettes et que l'Airier coûtait trop cher. Non mais je vous dis pour l'information la plus complète. Totalement faux. Et quand on s'est arrêté, quand je me suis arrêté, on avait les moyens pour le faire. Et je répète que l'Aglo les a toujours. La différence, c'est que je pense qu'il faut mener une collectivité comme une entreprise, regarder en début d'année ce que l'on peut faire, et en fonction de ça, c'est pas d'aller chercher de recettes nouvelles et augmenter l'imposition.
Mais là, c'est pas ce qui est en train d'être fait quand on diminue le nombre d'agents. Mais quand on baisse l'endettement. C'est un choix parce que quand on veut faire du développement économique, il faut des agents. Mais par exemple. Allez, rapidement, Brahim, parce qu'on a encore 2-3 questions pour M. Lachaud. Juste pour justement cette gare, je l'ai pris la semaine dernière pour la Paris, mais c'est compliqué déjà pour aller, parce que nous, on est Alésiens. Si on doit prendre par un train pour aller à Paris, c'est très, très compliqué. Mais là où j'ai du mal à comprendre, en fait, c'est que quand vous avez, pas vous, je ne sais pas qui est le donneur d'ordre de la région, département, la ville, l'État, etc. Mais lorsque vous avez créé ce projet, lorsque vous avez mis en place ce projet, tout ça, ça n'a pas été anticipé. C'est là où quand moi je discute avec les usagers, les habitants, ils nous disent mais comment ça se fait que cette gare elle arrive comme ça et que du coup on n'ait pas pensé en fait de dire qu'il y aura un problème en fait d'acheminement d'un point A à un point B. Et ça, franchement, moi en tant que simple habitant, là je ne parle pas en tant que sociétaire, je me dis mais comment on n'a pas pu penser à ce genre de truc au préalable? Ok, alors je veux simplement vous dire que lorsque le projet est sorti de terre, heureusement qu'un certain nombre d'élus dont j'étais se sont battus pour avoir cette gare, parce qu'elle n'était pas, écrite. Mais ça veut dire qu'entre Orange et Montpellier, si on n'avait pas eu cette gare, on n'avait rien. Et ce qui veut dire, regardez simplement ce qui s'est passé. C'est pas la question que vous posez, Brahim. Si, mais je vous explique. Parce qu'il a fallu d'abord se battre pour avoir la gare. Donc la troisième voie, c'était encore un autre débat. Regardez Valence et Montélimar, qui, avant la gare de TGV de Valence, les deux étaient à égalité. Vous entendez parler de Montélimar, il n'y a pas de gare TGV. Eh bien, Nîmes aurait été dans ce cas-là si on n'avait pas eu cette gare. Donc la troisième voie qui n'a pas été signée au départ, c'est une erreur. Il ne fallait pas signer cette convention. Une troisième voie, on va juste rappeler pour nos téléspectateurs, troisième voie qui permettra de relier Nîmes-Pont-du-Gard jusqu'à Nîmes-Centre. Elle arrivera un jour. Et Franck Proust a raison de se battre là-dessus. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui là-dessus. Il faut avoir cette troisième voie le plus rapidement possible. On est à mi-mandat du mandat de Franck Proust à la présidence de Nîmes Métropole. Quel bilan vous faites? Point positif, point négatif? Écoutez, posez-lui la question sur son bilan. Moi, vous êtes élu quand même dans l'opposition, donc c'est intéressant. Vous avez un avis. Mais j'ai déjà dit, je trouve qu'il y a un certain nombre de choses qu'il a arrêtées, notamment le financement de clubs sportifs et autres. Je pense que sur le développement de l'enseignement supérieur, c'est une erreur fondamentale sur notre territoire. Pour ce qui se passe autour de la gare de Nîmes-Pont-du-Gard, il n'y a rien qui se passe, c'est dramatique. Voilà, sur Magna-Porta? Sur Magna-Porta, oui, bien sûr, je trouve que c'est dramatique. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, on est d'accord. Voilà, c'est tout. Il dit que vous n'aviez pas, là aussi, anticipé en mettant en place des zones d'activité et qu'il a fallu faire tout ce boulot quand il est arrivé. Non, il y avait des zones d'activité qui étaient prévues. D'ailleurs, le mas salarié était prévu et c'est le seul qui, pour l'instant, est réalisé. J'attends de voir la suite. Moi, je crois qu'au lieu de critiquer ce qui s'est passé avant, il faudrait mieux de positiver. En dit un mot sur le marché des transports de Transdev. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, peut-être juste sur Magna-Porta. Alors, c'est pas exactement ça. C'est que c'est vrai que vous avez quand même transféré tardivement Magna-Porta à la SPL, mais vous l'avez transféré. Oui. Et là, aujourd'hui, quand même, la SPL, il se passe pas rien sur Magna-Porta. La SPL a lancé un marché pour qu'il y ait des compensations écologiques, parce que c'est comme ça qu'on urbanise des terrains à aménager. Bien sûr, mais ça met du temps. Je dis, il faut accélérer les choses. Parce que pour l'instant, les entreprises vont s'installer ailleurs. Un mot sur le marché des transports avec Transdev qui a jeté l'éponge. C'est vous qui avez choisi Transdev. Est-ce que vous comprenez le choix de l'opérateur de transport? Alors, le président d'Aglo que j'étais a choisi Transdev parce que la commission a pris Transdev qui était les mieux placés. Vous aviez beaucoup communiqué à l'époque sur l'économie de 10 millions d'euros avec le marché de Transdev. Absolument, et je le maintiens, comme sur Veolia par rapport à la SOR. Et la preuve, c'est qu'on a fait quand même au total des deux 80 millions d'euros d'économie sur la durée du mandat. D'accord? Juste une paille. Ce qui permet peut-être de réaliser... Sur Transdev qui jette l'éponge quand on a reçu le cahier des charges. Écoutez, allez poser la question à Transdev, pourquoi il se retire? C'est dramatique. J'espère qu'il y aura plusieurs candidats qui vont se battre là-dessus, parce que sinon, ça veut dire que c'est signé d'avance. On a connu la SOR toute seule candidate. Je ne voudrais pas que... Et avant Transdev, le dernier candidat avait été seul. Je ne voudrais pas qu'on en vienne là. Vous l'avez consulté, le cahier des charges, pour voir un petit peu ce qui est demandé cette fois-ci? Écoutez, il est demandé à peu près les mêmes choses que ce qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose qui change. Il faut simplement demander à Transdev pourquoi il veut se retirer. On dit un mot pour terminer sur la ville de Nîmes qui a été au théâtre d'une affaire politico-judiciaire, celle de Richard Flandin. Déjà, est-ce que ça vous a surpris quand vous avez pris connaissance de cette affaire? Surpris. Vous savez... Pourquoi on s'est fâché et pourquoi je me suis fâché et pourquoi on m'a dégagé? C'est parce que j'étais en désaccord, notamment sur le problème de la CNIM. D'accord? Je n'ai jamais voulu signer des marchés qui ne me paraissaient pas corrects. Et quand je vois aujourd'hui, et ce n'est pas la première affaire, je veux dire, regardez le nombre de personnes qui sont
soit qui ont été condamnés, soit qui sont aujourd'hui en procès ou attaqués. Écoutez, moi, voilà, c'est un fonctionnement, ça fait un de plus. En même temps, le maire de Nîmes, cette fois-ci, a agi rapidement, radicalement, puisqu'il lui a retiré les délégations et il a prononcé l'article 40. C'est heureux, c'est heureux, il était temps. Parce que quand même, Richard Flandin avait des responsabilités importantes. Et quand on voit le montage de M. Bonicel, dont vous avez parlé longuement d'ailleurs, c'est quand même dramatique. Quelle image ça donne des hommes politiques? Moi, je sais, il y a un truc qui me dérange. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse comme dans les pays du Nord. Quel que soit le mandat que vous ayez, il faut que vous gardiez une partie de votre travail. C'est ce qui tue notre vie politique aujourd'hui, qu'il y ait des élus qui ne gardent pas une partie de leur métier. Pour le coup, Richard Flandin travaillait. Oui, ok. Je ne sais pas s'il travaille, j'en sais rien. Si, il travaille. Très bien, tant mieux. Il travaille toujours. Tant mieux. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est bien que les élus gardent une partie de leur métier pour rester au contact de la réalité. Est-ce que vous auriez fait la même chose que M. Fournier? Est-ce que vous l'auriez retiré, ces délégations, et vous auriez demandé et prononcé l'article 40? Bien sûr. Oui, tout à fait. Merci, Yvon Lachaud, je vous en prie, d'avoir répondu à toutes nos questions.